La plus grande expérience de l'histoire touche à sa fin. Nous vivons la fin d'une anomalie historique de 54 ans. Depuis le 15 août 1971, date à laquelle Richard Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or, le monde entier vit sous un régime monétaire expérimental unique dans l'histoire de l'humanité, le système fiat, intégral. Pour la première fois, aucune monnaie sur Terre n'est adossée à quelque chose de tangible. L'argent que vous utilisez chaque jour pour acheter votre pain, payer votre loyer ou épargner pour votre retraite n'est rien d'autre que du papier et des chiffres numériques, soutenus uniquement par la confiance envers des gouvernements surendettés. Ce système, qui a permis une explosion de la croissance et de la technologie, est mathématiquement condamné à mourir, car il repose sur une dette qui doit croître exponentiellement pour ne pas s'effondrer. Aujourd'hui, les signes vitaux de ce système s'éteignent les uns après les autres. L'inflation n'est plus transitoire. Elle est devenue structurelle, rongeant le pouvoir d'achat des classes moyennes à une vitesse terrifiante. La dette mondiale a franchi des seuils d'insolvabilité qui ne peuvent être résolus que par un défaut massif ou une hyperinflation dévastatrice. Les banques centrales, autrefois garantes de la stabilité, sont devenues les moteurs de la volatilité, imprimant des milliers de milliards pour masquer la faillite des États. Ce que vous ressentez au supermarché ou à la pompe à essence n'est pas une crise du coût de la vie, c'est l'agonie de la monnaie elle-même. Mais ce qui est le plus troublant, c'est le silence des élites financières et politiques. Alors qu'ils voient les mêmes graphiques que nous, alors qu'ils savent que le ratio dette-PIB est insoutenable, ils continuent de vous dire que tout va bien et que le système est solide. Pourquoi ? Parce que l'effondrement du système fiat n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Pour une infime minorité, c'est l'opportunité du siècle. Il existe un mécanisme économique caché, connu sous le nom d'effet Cantillon, qui permet aux proches de la planche à billets de s'enrichir démesurément pendant que la monnaie meurt, en transférant la richesse réelle de vos poches vers les leurs avant que la musique ne s'arrête. Ils ne veulent pas que vous compreniez que votre argent fond, car ils ont besoin que vous restiez dans le système pour leur servir de liquidité de sortie. Ils ont besoin que vous gardiez vos euros et vos dollars pendant qu'eux achètent des terres, de l'or et des infrastructures. C'est un jeu de chaises musicales à l'échelle planétaire. Et les élites ont déjà réservé toutes les chaises solides, ne laissant au public que des sièges en papier qui vont s'effondrer sous leur poids. La grande réinitialisation, Great Reset, dont certains parlent, n'est pas une théorie du complot, c'est la transition technique nécessaire vers un nouveau système, une fois que le fiat aura été consumé jusqu'à la dernière cendre. Dans ce documentaire d'investigation, nous allons déconstruire cette mécanique implacable. Nous allons voir comment les Romains, les Français de 1790 et les Allemands de 1923 ont vécu exactement la même fin de cycle. Nous allons vous expliquer pourquoi l'inflation est un vol organisé et non un accident. Et surtout, nous allons voir comment les banques centrales préparent déjà le système d'après avec les monnaies numériques, CBDC, un système de contrôle total conçu pour verrouiller votre richesse à l'intérieur de la clôture numérique. Préparez-vous à voir l'économie sous un jour nouveau. Ce n'est pas une crise de la dette, c'est une crise de la monnaie. Ce n'est pas une erreur politique, c'est une fin de cycle mathématique. Et la seule façon de survivre à l'effondrement du système fiat est de comprendre qu'il est déjà mort et d'agir en conséquence avant que la nécrologie ne soit officielle au journal de 20 heures. Chapitre 1. L'anomalie fiat. Pourquoi toutes les monnaies, papier, meurent. L'histoire monétaire est un cimetière rempli de milliers de devises fiat décédées. Le terme fiat vient du latin et signifie le qu'il en soit ainsi. C'est une monnaie qui a de la valeur uniquement parce que l'État l'ordonne, sans aucune contrepartie physique. Voltaire l'avait prédit au XVIIIe siècle. Toute monnaie papier finit par retourner à sa valeur intrinsèque, 0. L'histoire lui a donné raison à 100%. Que ce soit le denier romain dilué, l'assignat français révolutionnaire, le mark de Weimar ou le dollar zimbabwéen, la durée de vie moyenne d'une monnaie fiat est d'environ 27 ans. Le dollar américain actuel, dans sa forme purement fiat, post-1971, a 54 ans. Il est déjà un vieillard en sursis, survivant bien au-delà de son espérance de vie naturelle grâce à son statut de réserve mondiale et à la puissance militaire américaine. La raison pour laquelle ces monnaies meurent est toujours la même, la tentation irrésistible de la planche à billets. Au début, le système semble fonctionner. L'État imprime un peu d'argent pour financer des projets utiles ou une guerre. L'économie est stimulée. Mais très vite, les politiciens réalisent qu'il est beaucoup plus facile d'imprimer de l'argent que de lever des impôts impopulaires. Ils commencent à financer des déficits chroniques par la création monétaire. C'est une drogue douce qui devient dure. Plus ils impriment, plus ils ont besoin d'imprimer pour maintenir l'illusion de la croissance et payer les intérêts de la dette précédente. C'est une spirale exponentielle qui ne peut physiquement pas s'arrêter sans provoquer un crack immédiat.
Le système fiat actuel repose sur une promesse de croissance perpétuelle dans un monde aux ressources finies. Pour que la dette soit remboursée, il faut que l'économie de demain soit plus grosse que celle d'aujourd'hui. Mais depuis 2008, la croissance réelle, hors inflation, ralentit partout en Occident. Pour masquer ce ralentissement, les banques centrales ont injecté des quantités astronomiques de liquidités. Elles ont créé des bulles artificielles sur l'immobilier et la bourse pour donner une sensation de richesse, wealth effect. Mais cette richesse est une illusion comptable. Si vous divisez le PIB ou le S&P 500 par la masse monétaire, M2, vous réalisez que l'économie n'a pas grandi, elle a juste gonflé comme un ballon de baudruche. La mort d'un système fiat ne se produit pas en une nuit, c'est un processus lent puis soudain. D'abord, la monnaie perd de sa valeur face aux actifs réels. L'immobilier devient inabordable, les actions montent sans raison, l'or s'apprécie. On appelle cela l'inflation des actifs. Ensuite, la perte de valeur se propage aux biens de consommation. L'essence, la nourriture, les services. C'est l'inflation du coût de la vie. Enfin, c'est la perte de confiance. Les gens réalisent que l'argent qu'ils gardent en banque est un glaçon qui fond. Ils se précipitent pour s'en débarrasser contre n'importe quoi de tangible. C'est l'étape de l'hyperinflation ou du changement de devise. Nous sommes actuellement dans la phase de transition entre l'inflation des actifs et la perte de confiance généralisée. Les gens sentent instinctivement que quelque chose ne va pas. Ils voient que leur salaire n'achète plus la même vie qu'il y a 10 ans. Ils voient les prix de l'immobilier déconnectés des revenus. C'est le symptôme clinique d'une monnaie qui est en train de mourir. Le système fiat a brisé le lien fondamental entre le travail et la récompense, entre l'effort et l'épargne. En détruisant ce lien, il détruit le contrat social qui tient la société ensemble. L'agonie du système actuel est visible dans la volatilité extrême des marchés obligataires. Les taux d'intérêt, qui sont le prix du temps, sont manipulés à la baisse depuis 40 ans. Quand les banques centrales perdent le contrôle des taux, comme on commence à le voir avec la hausse des rendements longs, c'est la fin de la partie. La dette devient impayable, et l'État doit choisir entre faire défaut et tout s'effondre, ou imprimer jusqu'à la mort de la monnaie, hyperinflation. L'histoire montre qu'ils choisissent toujours l'impression. C'est pourquoi le système fiat est une condamnation à mort différée pour votre épargne. Chapitre 2. Le vol invisible. L'effet Cantillon expliqué. Si l'inflation détruit la société, pourquoi les élites continuent-elles d'imprimer ? C'est ici qu'intervient le secret le mieux gardé de l'économie, l'effet Cantillon. Découvert par l'économiste Richard Cantillon au XVIIIe siècle, ce principe stipule que l'argent n'est pas neutre. L'endroit où la nouvelle monnaie entre dans l'économie change tout. Celui qui reçoit l'argent frais en premier est le grand gagnant, et celui qui le reçoit en dernier est le grand perdant. C'est un mécanisme de redistribution de richesses du bas vers le haut, déguisé en politique monétaire complexe. Imaginez que la Banque centrale imprime 1 milliard d'euros. Cet argent n'est pas distribué par hélicoptère équitablement à tous les citoyens, il est injecté dans le système financier, via les grandes banques et les fonds d'investissement à des taux proches de zéro. Ces premiers receveurs, les élites financières, les grandes entreprises, l'État, peuvent utiliser cet argent pour acheter des actifs, immobiliers, actions, or, avant que les prix n'augmentent. Ils achètent des actifs réels à des prix d'hier, avec de l'argent créé aujourd'hui. Leur pouvoir d'achat augmente massivement. Ensuite, cet argent commence à circuler. Les banques prêtent aux entreprises qui paient leurs fournisseurs, qui paient leurs salariés. À chaque étape, l'argent se dilue. Quand le nouveau milliard atteint enfin l'économie réelle, c'est-à-dire votre poche sous forme de salaire, les prix ont déjà augmenté. L'immobilier a monté, l'essence a monté, la nourriture a monté. Vous, le dernier receveur, recevez une monnaie dévaluée pour payer des prix gonflés. Vous avez payé, sans le savoir, pour l'enrichissement des premiers receveurs. C'est pour cela que Wall Street adore le quantitative easing, l'impression monétaire. Ce n'est pas pour sauver l'économie, c'est pour se servir en premier à la fontaine de richesse. Pendant la crise du Covid, la fortune des milliardaires a explosé de 5 000 milliards de dollars, exactement en même temps que les banques centrales imprimaient des milliers de milliards. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une corrélation directe. L'effet Cantillon est le moteur des inégalités modernes. Il permet aux riches de s'enrichir sans produire, simplement en étant proches de la source de l'argent. Ce système crée deux classes de citoyens. Ceux qui vivent de l'inflation des actifs, les riches qui détiennent des actions et de l'immobilier, et ceux qui souffrent de l'inflation des prix, les travailleurs et les épargnants. Le système fiat agit comme une pompe aspirante qui transfère la valeur du travail vers le capital, de manière invisible et indolore pour la victime, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est un vol parfait, car il n'y a pas de braqueurs, pas d'armes, juste des algorithmes de banque centrale et des graphiques complexes que personne ne comprend. Les élites savent pertinemment que ce jeu a une fin.
Elles savent presque que l'effet cantillon finit par détruire la monnaie elle-même. C'est pourquoi, alors qu'elles profitent de l'argent gratuit pour le moment, elles utilisent ces gains pour acheter des actifs durs, terres agricoles, mines, or, art, qui survivront à la mort du système fiat. Elles utilisent l'argent faux pour accaparer les ressources vraies. C'est la phase terminale du pillage, convertir la monnaie papier en souveraineté physique avant que le papier ne brûle. Chapitre 3. Les signaux de la fin. Ce que font vraiment les banquiers centraux. Si vous voulez savoir ce qui va se passer, ne regardez pas les lèvres des banquiers centraux, regardez leurs mains. Jerome Powell, Fed, et Christine Lagarde, BCE, vous diront toujours que l'inflation est sous contrôle et que les banques sont solides. C'est leur travail de maintenir la confiance. Mais leurs actions racontent une histoire totalement différente, une histoire de panique et de préparation à un changement de régime monétaire. Le signal le plus bruyant est le comportement des banques centrales vis-à-vis de l'or. En 2022, 2023 et 2024, les banques centrales mondiales ont acheté de l'or à un rythme jamais vu depuis les années 1960, juste avant l'effondrement des accords de Bretton Woods. Plus de 3000 tonnes d'or ont été retirées des marchés pour être stockées dans les coffres souverains de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de la Pologne et de Singapour. Pourquoi les gardiens de la monnaie fiduciaire achètent-ils l'actif qui est l'antithèse de la monnaie fiduciaire ? Parce qu'ils savent que leur propre produit, le dollar, l'euro, le yuan, est défectueux. Ils se couvrent, hedge, contre la dévaluation qu'ils sont eux-mêmes obligés de créer. Ils savent pas que pour purger la dette mondiale de 315 000 milliards, ils devront sacrifier la valeur des monnaies. En détenant de l'or, ils s'assurent d'avoir un actif de réserve qui survivra à la tempête inflationniste. C'est l'aveu ultime d'échec du système fiat. Ceux qui l'impriment préfèrent détenir le métal barbare. C'est comme si le PDG de Mercedes ne roulait qu'en BMW. Un autre signal critique est la perte de contrôle sur le marché obligataire. Normalement, les obligations d'État, comme les bons du Trésor US, sont considérées comme l'actif sans risque. Mais ces dernières années, la volatilité de ces obligations a explosé. Nous avons vu des cracks obligataires au Royaume-Uni et aux USA. Quand l'actif sans risque devient risqué, c'est que les fondations du système tremblent. Les investisseurs étrangers, Chine, Japon, arrêtent d'acheter la dette américaine. La Fed se retrouve obligée d'être l'acheteur de dernier ressort, ce qui boucle la boucle de la mort du fiat. Observez aussi le comportement des initiés du secteur privé. Les PDG de la tech, Bezos, Zuckerberg, vendent leurs actions pour des milliards de dollars. Les family offices investissent massivement dans les terres agricoles et les matières premières. Warren Buffett accumule une trésorerie record de 325 milliards de dollars, refusant d'investir dans le marché actuel. Tous ces acteurs se mettent en position défensive. Ils sortent du système papier, surévalué pour se préparer à une correction majeure, ou à un changement de règles du jeu. Enfin, regardez la rhétorique politique. On commence à entendre parler de contrôle des prix, de taxes sur les superprofits, de répression financière. Ce sont les outils classiques des régimes en fin de cycle monétaire. Quand la monnaie ne fonctionne plus, l'État utilise la force pour essayer de contrôler l'économie. L'histoire montre que ces mesures précèdent toujours l'effondrement final. Les élites le savent, et c'est pour cela qu'elles accélèrent leurs préparatifs. Elles savent que le temps de la normalité est révolu. Chapitre 4. Le plan de secours, les CBDC et la prison numérique. Les élites ne sont pas stupides. Elles savent que le système fiat actuel est en train de mourir sous le poids de la dette. Elles savent qu'elles ne pourront pas le sauver. Alors, elles préparent le système d'après. Et ce système porte un nom. Les MNBC, monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC en anglais. On vous vendra l'euro numérique, ou le dollar numérique, comme une évolution pratique, moderne et sûre. C'est comme le Bitcoin, mais garanti par l'État, diront-ils. C'est un mensonge. Les CBDC sont l'opposé exact du Bitcoin. Le Bitcoin est décentralisé, incensurable et offre une vie privée. Les CBDC sont centralisés, censurables et offrent une surveillance totale. C'est la solution rêvée pour gérer l'effondrement du système fiat. Avec une monnaie programmable, la Banque centrale peut imposer des taux d'intérêt négatifs profonds pour vous forcer à dépenser. Si vous gardez votre argent, il fondra automatiquement sur votre compte. Ils peuvent interdire l'achat de certains biens, quotas carbone, restrictions sanitaires. Ils peuvent geler les avoirs des opposants politiques en un clic. Le plan des élites est d'utiliser la crise qui vient, l'effondrement du fiat actuel, comme prétexte pour introduire ce nouveau système. Ils diront « Le système bancaire est en faillite, le cash est dangereux. Pour sauver votre épargne, vous devez basculer sur un compte direct à la Banque centrale. C'est le grand reset monétaire. En échange de la sécurité de vos dépôts, vous abandonnerez votre liberté financière et votre vie privée. Ce système permet aussi de gérer la dette sans défaut officiel.
Avec des taux négatifs imposés et un contrôle des capitaux strict, impossible de sortir son argent du système CBDC vers l'or ou la crypto, l'État peut tondre les épargnants à sa guise pour rembourser ses dettes. C'est une prison numérique sans barreaux, où votre argent ne vous appartient plus vraiment, mais où vous avez une permission d'usage conditionnelle accordée par l'État. La guerre contre le cash, argent liquide, est la préparation de ce terrain. En limitant les paiements en espèces, en fermant les distributeurs, en stigmatisant le cash comme l'outil des criminels, les gouvernements vous poussent vers le tout numérique. Une fois que le cash physique aura disparu, il n'y aura plus d'échappatoire hors du système bancaire. Vous serez captif. C'est la condition sine qua non pour que le nouveau système fonctionne. La France et l'Europe sont à la pointe de ce projet avec l'euro numérique. Les tests sont en cours. La législation est prête. Ils attendent juste la bonne crise pour le déployer massivement. Pour les élites, c'est l'outil de survie ultime. Un moyen de garder le contrôle sur la population et la richesse quand le vieux monde financier s'écroulera. Pour le citoyen, c'est le risque d'un asservissement économique total. Chapitre 5. Le transfert de richesse. La classe moyenne comme victime. Qui va payer l'addition de la fin du système fiat ? Comme toujours dans l'histoire, ce sera la classe moyenne et les pauvres. Les ultra-riches ont des actifs réels, entreprises, terres, or, qui s'apprécient avec l'inflation. Les très pauvres n'ont pas d'épargne à perdre et dépendent des aides de l'État, qui seront maintenues par l'impression monétaire pour éviter les émeutes. Mais la classe moyenne, celle qui a travaillé, épargné, suivi les règles, est la cible parfaite. L'inflation détruit l'épargne liquide. Les taux réels négatifs détruisent les fonds de pension et les assurances-vie. La fiscalité augmentera pour combler les trous. Mais le mécanisme le plus pervers sera la compression du niveau de vie, avec une monnaie qui perd de sa valeur internationale, importer de l'énergie, de la technologie ou des biens manufacturés coûtera de plus en plus cher. Nous allons vivre une tiers-mondisation lente des économies occidentales. Ce que nous considérions comme acquis, voyage, viande, chauffage, voiture neuve, deviendra un luxe. Le transfert de richesse se fait des créanciers, vous avec vos livrets d'épargne, vers les débiteurs, l'État et les grandes entreprises zombies. En dévaluant la monnaie, l'État rembourse sa dette avec de l'argent qui ne vaut rien. Il vous vole votre pouvoir d'achat pour payer ses propres erreurs. C'est le plus grand hold-up de l'histoire, et il est parfaitement légal, car l'État écrit les lois monétaires. Les élites financières le savent, et se positionnent pour racheter les actifs de la classe moyenne à prix cassé, quand la crise frappera. C'est ce qui s'est passé en 2008, avec l'immobilier américain, racheté par des fonds comme Blackstone. C'est ce qui se passera lors de la prochaine crise. Quand les petits propriétaires, étranglés par l'inflation et les taux, devront vendre, les géants du capital investissement seront là avec leur cash frais pour tout rafler. La société se transformera en une société de locataires et de rentiers, sans classe moyenne propriétaire. Ce scénario n'est pas une fatalité, mais c'est la trajectoire actuelle. Le système fiat, dans sa phase terminale, agit comme une centrifugeuse qui sépare violemment la société. Il expulse ceux qui dépendent de leur salaire vers la pauvreté et propulse ceux qui détiennent du capital vers une richesse stratosphérique. Comprendre que vous êtes la cible de ce transfert est la première étape pour essayer de l'esquiver. Au chapitre 6, la porte de sortie, l'or, le bitcoin et le réel. Il existe pourtant des moyens de sortir du piège. Si le système fiat meurt, la solution est de détenir des actifs qui ne sont pas du fiat. C'est ce que font les banques centrales avec l'or. C'est ce que font les cypherpunks avec le bitcoin. C'est ce que font les investisseurs avisés avec l'immobilier productif et les terres. La règle d'or est la suivante. Si vous ne pouvez pas le toucher, ou si vous n'avez pas la clé privée, vous ne le possédez pas. L'or physique est l'assurance millénaire. Il a survécu à toutes les devises papier de l'histoire. Quand le dollar ou l'euro vaudra zéro, ce qui est leur destination mathématique finale, une once d'or vaudra toujours une certaine quantité de biens et de services. C'est le moyen de transporter votre pouvoir d'achat à travers l'effondrement du système actuel vers le suivant. Ce n'est pas un investissement pour devenir riche, c'est une assurance pour ne pas devenir pauvre. Le Bitcoin est la réponse technologique au problème fiat. C'est le seul actif au monde dont l'offre est mathématiquement fixe, 21 millions, et incensurable. C'est une sortie de secours numérique. Contrairement au CBDC, le Bitcoin redonne le pouvoir à l'utilisateur. C'est une monnaie dure dans un monde de monnaie molle. Sa volatilité à court terme masque sa fonction à long terme, être un refuge contre la débauche monétaire des États. C'est un pari asymétrique sur l'échec du système actuel. Les actifs réels productifs, terres agricoles, entreprises de qualité, compétences personnelles, sont le troisième pilier. Quoi qu'il arrive à la monnaie, les gens auront besoin de manger, de se loger, de se soigner. Posséder les moyens de production de ces services essentiels est une protection contre l'inflation. La dette à taux, fixe sur des actifs réels, peut aussi être une arme puissante.
L'inflation rembourse votre dette. Mais c'est une stratégie risquée qui demande de la solidité financière. La stratégie de survie consiste à devenir sa propre banque centrale, diversifier ses réserves, ne pas faire confiance à une seule juridiction ou à une seule devise, avoir une part de son patrimoine hors système, or, bitcoin, cash physique, pour parer aux gels bancaires ou au contrôle de capitaux. C'est une démarche d'indépendance et de souveraineté individuelle face à un système qui cherche à vous capturer. Conclusion. Le choix entre servitude et souveraineté. La mort du système fiat n'est pas une théorie apocalyptique, c'est une certitude mathématique et historique. Aucun système de monnaie papier n'a jamais survécu. Celui-ci ne fera pas exception. Nous sommes simplement à la fin du cycle. Les élites le savent et se préparent. Elles construisent des bunkers financiers, achètent de l'or et préparent les CBDC pour garder le contrôle sur les ruines. Le silence des médias et des politiques sur ce sujet n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Ils ont besoin de votre confiance et de votre argent pour maintenir le système à flot le plus longtemps possible. Ils ont besoin que vous restiez endormis pendant qu'ils sécurisent leur position. Mais maintenant, vous savez, vous avez vu les chiffres, les précédents historiques et le mécanisme de l'effet Cantillon. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à jouer selon les anciennes règles, épargner en euros, faire confiance à votre banquier et espérer que l'État vous sauvera. C'est le chemin de la servitude volontaire et de l'appauvrissement garanti. Ou vous pouvez prendre en main votre destin financier, sortir du déni, vous éduquer et construire votre propre arche de Noé patrimoniale. C'est le chemin de la souveraineté et de la résilience. L'effondrement du système fiat sera chaotique et effrayant, mais il sera aussi une opportunité de renaissance. Ceux qui détiendront des actifs réels seront les bâtisseurs du monde de demain. Ceux qui détiendront du papier seront les victimes du monde d'hier. L'histoire ne vous attendra pas. C'est à vous de décider de quel côté de la barrière vous voulez être quand le rideau tombera sur l'ère du papier-monnaie.